Tout a commencé le 1er avril 2014. À la base, c'était juste une blague, mais j'ai testé le jeu Bienvenue chez les Ch'tis sur Nintendo DS. Et l'année suivante, j'avais monté d'un cran. J'avais testé 18 jeux Léa Passion. En septembre 2016, j'avais testé les jeux Fort Boyard. Et récemment encore, j'ai fait Candy Crush. J'ai senti que quelque chose était en train de changer en moi. Alors que les abonnés réclament des vidéos sur Rayman, sur Tout, sur Professeur Layton, j'ai décidé de faire une vidéo sur Pierre Feuille Ciseaux. Pierre Feuille Ciseaux? Le jeu avec les mains? Oui, et j'ai trouvé plein de biens intéressants à faire avec le jeu vidéo. Je vois. Est-ce que vous avez déjà subi un traumatisme lié à un jeu vidéo durant votre enfance? Je sais pas. Une déception peut-être? En récent, il y a eu Star Fox Zero. Non, beaucoup plus ancien. Essayez de vous souvenir. Est-ce qu'il y a déjà eu des jeux que j'ai regretté d'acheter? Ah, ça y est, je crois que ça me revient. Ok, très bien. Mais en fait, il y a peut-être aucun lien avec votre problème. Bon, la séance est terminée, ça fera 75 €. Quoi? Allez, vite! J'ai des patients qui attendent. RIP l'argent des abonnés. Salut tout le monde, c'est Mister Flèche, et aujourd'hui on va parler de Pierre Feuille Ciseaux. Jamais j'aurais pensé sortir un jour cette phrase sérieusement. Bref, tout le monde connaît le principe du jeu. Et comme dit l'expression, jeu de main, jeu de vilain. Ouais, mais pour le coup, ça n'a aucun sens de dire ça maintenant. Ah ouais? Bah on va régler ça en un tour. Prépare ton coup. Hein? Quoi? 1, 2, 3. Pierre, Ciseaux. j'ai gagné. Mais- Allez, salut. Ok, tout est normal dans cet épisode. Il faut savoir que le titre du jeu a tout plein de noms alternatifs. Il suffit de prendre un synonyme et on se retrouve à jouer à roche-papier-ciseaux. Même que dans certains pays, la pierre est remplacée par un marteau. Ce qui a du sens car... Le geste du poing imite à la perfection celle du marteau qui frappe un clou. Et autant j'arrive à comprendre la logique dans le marteau qui bat le ciseau, autant on m'explique comment le papier bat le marteau. Haha, t'auras beau me taper, tu ne me feras rien. Oh no! Ça fait au mieux une égalité, mais c'est tout. Après, vous me direz que c'est pareil entre la feuille et la pierre. La légende raconte que la feuille gagne car elle s'enroule autour de la pierre. Oui, et elle étouffe la pierre du coup? Pour moi, les créateurs du jeu nous ont juste fait une conclusion à la Layton. Mec, j'ai un nouveau concept. Il y a 3 éléments. La pierre, les ciseaux et la feuille. Ouais. La pierre casse les ciseaux. Ah ok, ouais, très Ouais, bien. ouais, Ouais, ok. parfait, ça marche. Ouais. Les ciseaux Coupe la feuille. Et la feuille? La feuille enveloppe la pierre. Elle s'enroule autour. Ah oui, 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 parfait, ouais. Ouais, je vois. ouais, ça, c'est bien, hein. Ouais, ça Ah, va. c'est cool, hein. Ouais. Moi, j'aime bien. J'aime bien, ouais. Ça, c'est pierre. Ouais. Ouais. Voilà. En plus, dans la vie réelle, c'est la pierre qui gagne. En France, on peut aussi appeler ce jeu le Shifumi, un nom qui vient du japonais et qui signifie 1, 2, 3. Et c'est très amusant car au Japon, le jeu s'appelle pas du tout le Shifumi, il s'appelle le Jack and Pon. Cherchez la logique. C'est comme ces films anglophones qui, une fois exportés en France, sont renommés par un titre toujours anglais, mais avec des mots que les Français comprennent mieux. Pendant les vacances, j'étais au camping. J'ai pas mal joué au baby-foot, mais à la soirée karaoké, j'ai fait que du playback. Ensuite, je me suis fait un fast-food que j'ai mangé sur le parking, puis Flèche m'a envoyé un message pour préparer le zapping. Dans certains pays étrangers, on trouve des variantes avec d'autres éléments que la pierre, la feuille et le ciseau. En Malaisie, on a pistolet, oiseau, eau. En Indonésie, on a éléphant, être humain, fourmi. En Birmanie, on a général, fusil, main levée. Au Japon, on a serpent, grenouille, limace. Feu, serpent, eau. Chef de village, tigre, mère du chef de village. Et la liste est encore longue. Bref, tout allait bien jusqu'à ce que l'on ajoute le puits. Si Pierre Feuille Ciseaux était un jeu de combat, le puits, ça serait l'équivalent du perso cheaté en DLC. Vu qu'il bat 2 signes et ne se fait battre que par un seul, c'est super déséquilibré. Comme le disait Dorian dans son épisode sur l'équilibrage, cela revient à faire du feuille cuit ciseaux. Surtout que la feuille qui recouvre le puits, ça ne marche pas dans la vraie vie, sauf avec une énorme feuille. Je trouve ça beaucoup plus logique qu'une pierre bouche un puits. Le vrai souci, c'est qu'avec 4 éléments, il n'est pas vraiment possible de faire un jeu équilibré. Si chaque signe gagne et perd contre 2 autres, la seule possibilité pour garder l'équilibre, c'est de compléter les rapports manquants par une égalité. Sauf qu'avoir 2 fois plus de chances de faire égalité que de gagner ou que de perdre, ça rend le jeu beaucoup moins intéressant. De manière générale, pour pouvoir avoir un jeu parfaitement équilibré sans avoir 2 possibilités d'égalité, il faut impérativement que le nombre de signes soit impair. Et ça s'explique très facilement. Prenons un jeu à 5 signes. Si l'adversaire joue le même signe que vous, ça fait égalité. Il reste donc 4 autres cas possibles. Vu qu'il reste un nombre pair de signes, on peut dire qu'on gagne contre la moitié et qu'on perd contre l'autre. C'est pour ça qu'il existe de nombreuses variantes du jeu avec 5 éléments. Et du coup, pour bien démonter le puits, on a inventé la bombe, ou la dynamite, qui brûle la feuille, explose le puits, mais se fait écraser par la pierre et se fait couper la mèche par les ciseaux.
Ne me demandez pas pourquoi ça explose le puits mais pas la pierre, c'est pas moi qui ai inventé le jeu. Et au Québec, on peut jouer à pierre, feuille, ciseaux, allumette, bol de toilette. Comme on l'a vu précédemment, ce qui est bien avec 5 éléments, c'est qu'on peut faire en sorte qu'aucun signe ne soit avantagé. C'est pour cela que nos très chers amis outre-Atlantique n'ont pas du tout respecté l'équilibre. Eh oui, fallait pas se moquer de nos anglicismes. Sinon, je pense que pas mal de geeks connaissent la version pierre, feuille, ciseaux, Spock, lézard, popularisée par la série The Big Bang Theory, ou The Big Bang Theory si vous préférez vous moquer de mon accent. Mais connaissez-vous pierre, feuille, ciseaux, galaxie acarien? Je suis sérieuse, Flèche, ça existe vraiment. Ok, ça va trop loin pour moi. À quand pierre, feuille, ciseaux, hand spinner, emoji qui pleure de rire? Oh, tu sais, j'ai trouvé quelque chose qui va encore plus loin. Un jeu à 101 signes. What? Et oui, et il est entièrement jouable, vu que les créateurs ont imaginé les 101 gestes à faire avec ses mains pour représenter chaque élément. Eh ben, j'imagine même pas les explications alambiquées qu'il a fallu trouver pour justifier que tel signe en bat un autre. En plus, faut avoir une sacrée mémoire pour savoir qui gagne à chaque tour. Ou alors perdre un temps monstre à regarder les règles. Oh non, moi je trouve ça super intuitif. Par exemple, l'éponge bat l'hélicoptère car l'éponge nettoie l'hélicoptère. C'est logique, tu vois? Oui, tout à fait, Hermine. Je te sens sceptique. On n'a qu'à régler ça à pierre, feuille, ciseaux. Prêt? Quoi? Encore? 1, 2, 3, feuille. ciseaux. T'as encore gagné, t'as vraiment de la chance. Saviez-vous qu'il existe des compétitions nationales et mondiales de pierre, feuille, ciseaux? C'est vraiment incroyable à voir, surtout les finales. Ça doit être tellement drôle à commenter, surtout que statistiquement, tout le monde a la même chance de gagner. Et si jamais t'es 2 fois d'affilée champion du monde, je pense qu'on peut officiellement déclarer que t'es la personne la plus chanceuse de la planète. Après, même si on peut penser que c'est purement de la chance, au niveau de la psychologie humaine, on réagit difficilement de manière totalement aléatoire. On a souvent tendance à s'inventer des stratégies et à essayer de deviner ce que va jouer l'adversaire. Tiens, Hermine, toi qui adores me défier à pierre, feuille, ciseaux, on va faire ensemble des statistiques, ok? On va faire 10 coups d'affilée et compter le nombre de victoires, égalités et défaites. Ok. 1, 2, 3, pierre. feuille. 1, 2, 3, feuille. 1, 2, 3, feuille. 1, 2, 3, pierre. 1, 2, 3, ciseaux. Attends, Hermine, comment tu fais pour gagner tout le temps? Tu triches? Non, j'ai juste beaucoup de chance. Ou alors, je lis dans tes pensées. Mais t'as perdu aucune fois depuis le début de cette vidéo? Tu lis vraiment dans les pensées? Mais non, patate. Y a forcément un truc. On peut refaire 5 coups? 1, 2, 3, ciseaux. 1, 2, 3, ciseaux. feuille. 1, 2, 3, pierre. 1, 2, 3, feuille. 1, 2, 3, ciseaux. Attends, 2 secondes. Alors? Tu n'es pas Hermine, tu es un robot. Non. Ah oui? Et si je te dis que cette phrase est un mensonge? Non mais les paradoxes ça va rien me faire, Flèche. En fait, j'ai juste lu le script avant et mémorisé les coups que t'allais faire. Ah, c'était ça l'arnaque. Bon, c'est pas tout, mais Reset System, c'est quand même une émission censée parler de jeux vidéo. Et je sais qu'il y a un jeu en particulier que vous attendez tous que je cite depuis le début du visionnage, alors ça y est, on va enfin parler d'Alex Kidd in Miracle World, où l'on affronte les boss à pierre, feuille, ciseaux. D'ailleurs, le boss final s'appelle Jacken le Grand, et ses 3 sous-fifres ont l'apparence de mains qui font pierre, feuille et ciseaux. Difficile d'être plus explicite dans la référence. Cependant, pas de quoi affoler les speedrunners, car les coups ne sont pas vraiment aléatoires, mais déterminés à l'avance dans le programme. C'est-à-dire que quiconque commence une nouvelle partie d'Alex Kidd verra forcément le premier boss jouer en premier coup les ciseaux et en second coup la feuille. Donc si on veut gagner à tous les coups, il suffit de connaître à l'avance leur pattern pour savoir quoi jouer. Dans Paper Mario Color Splash sur Wii U, plusieurs arènes de pierre-feuille-ciseaux se débloquent sur la carte principale au fil de l'aventure. Les 2 Toads à l'entrée donnent chacun un indice sur la stratégie des 2 premiers challengers, ce qui nous aide à savoir comment jouer pour les battre. Cependant, on ne sait strictement rien sur la stratégie du dernier joueur. Il est très probable que ce soit de l'aléatoire. Sauf que c'est très frustrant de perdre à ce niveau-là et de devoir recommencer les 3 combats. Car oui, tout se joue en un coup gagnant, et en plus, après 2 tentatives perdues, les indices des Toads ne sont plus valables car la stratégie des premiers adversaires devient totalement aléatoire. Il faudra attendre que l'arène ouvre à nouveau pour que ce ne soit plus le cas. Dans les premières heures du jeu Cosmic Star Heroine, on peut trouver un stand de pierre-feuille-ciseaux où l'adversaire donne des indices sur les coups qu'elle va jouer. À la manière d'une énigme, il faudra déduire quel signe faire pour remporter chacun des 10 tours afin de gagner l'arme Aquabasher. Dans le Secret Theater de Metal Gear Solid 3, une section bonus montrant des fins alternatives très comiques, on peut retrouver une cinématique où Snake tente de combattre le boss à pierre-feuille-ciseaux. Il y a aussi les 4 fights de Yakuza 0, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. Cependant, s'il y a bien un jeu que je ne peux pas passer sous silence, c'est The Rock, The Paper and the Scissors, grand gagnant de la 32e Ludum Dare, une compétition dans laquelle il faut créer un jeu vidéo en 48 heures en respectant le thème donné. Il a fallu attendre une Game Jam pour voir émerger un jeu qui, à mon sens, reprend les mécaniques du Shifumi avec le plus d'originalité. On y incarne un cow-boy sur le toit d'un train qui doit affronter des bandits de wagon en wagon. Il va falloir mémoriser la suite de coups qu'ils font et, lorsqu'on se sent prêt, les affronter en rythme avec le bon coup à chaque fois pour leur retirer tout leur point de vie. C'est un peu complexe au début d'associer rapidement à chaque signe celui qui le bat, mais le gameplay est fun et la musique est super. J'aurais tellement aimé qu'ils rajoutent plus de combats.
Le jeu pierre-feuille-ciseaux peut aussi être simplement utilisé en tant que solution pour déterminer un gagnant entre deux joueurs. C'est le cas au tout début des combats dans certains jeux Yu-Gi-Oh! Le gagnant pourra alors choisir s'il joue en premier ou en second. Et dans Divinity Original Sin, lorsque vous êtes en désaccord avec les propos d'une personne, vous résolvez ça au pierre-feuille-ciseaux pour savoir qui a raison. Et je trouve que c'est une excellente méthode qu'on aurait dû utiliser depuis longtemps pour régler une bonne fois pour toutes certains conflits futiles. Bon, peut-être pas tous les conflits non plus. Ce dont on se rend compte, c'est que le concept de pierre-feuille-ciseaux peut difficilement se dissocier de la notion de duel. On le retrouve très souvent associé à des systèmes de combat pour y rajouter un petit côté stratégie. Sauf qu'il ne sera plus question de gagner ou de perdre en un coup, mais de force et de faiblesse. C'est-à-dire qu'il sera plus facile ou plus difficile de gagner selon votre type et celui de l'adversaire. Dans certains jeux de combat de monstres, comme Mushi King ou Dinosaur King, les développeurs ne se sont pas pris la tête et ont directement assigné des symboles de pierre-feuille-ciseaux à leurs monstres. De même dans Pocket Mortys, le jeu de la série Rick et Morty qui parodie Pokémon. Dans le mini-jeu Street Pass Battle sur 3DS, on doit conquérir toutes les terres du royaume en affrontant à chaque fois une armée ennemie. Il faudra bien doser son nombre de combattants entre cavaliers, archers et infanterie, représentés par la pierre, les ciseaux et la feuille, pour vaincre au moins 2 groupes de soldats. Si la troupe ennemie a un signe plus fort que le vôtre, il faudra compenser par le nombre pour gagner. Ces relations triangulaires sont très fréquentes dans les tactical RPG. Dans Suikoden 5, on retrouve exactement le même schéma entre infanterie, cavalerie et archerie, et dans les jeux Fire Emblem, on a également le triangle des armes et les triangles des magies. Dans Pokémon Tournament, on retrouve aussi ce schéma avec les Normal Attack, Grab Attack et Counter Attack. Dans le jeu Fate Extra, les combats se divisent en 6 phases où l'on doit choisir entre Attack, Guard, Break ou Spell, et dans certains cas spécifiques, Noble Phantasm. Si je fais Guard alors que l'adversaire attaque, cela va réduire ses dégâts, mais s'il fait Break, je vais subir de gros dommages. Par contre, si j'attaque lorsqu'il fait Break, c'est lui qui subira des dommages. Quant aux Spells, ils consomment des points de magie, mais passent outre le triangle. Dans les MOBA, il y a également une relation triangulaire entre tank, burst et DPS. Les tanks sont des personnages qui font peu de dégâts mais qui sont très résistants. Les bursts, surnommés aussi assassins, sont des personnages qui font très mal sur une courte durée mais qui deviennent très vulnérables juste après, et les DPS, qui signifient dommages par seconde, sont des personnages qui infligent des dégâts sur une longue durée. Ainsi, le tank résistera à l'attaque puissante du burst et pourra l'achever quand il est vulnérable, le burst éclatera rapidement un DPS, et le DPS pourra tuer le tank sur la durée. Même dans les jeux Megaman, on peut faire un schéma à 8 éléments entre les boss que l'on combat et les armes qu'ils nous délivrent, vu que certaines sont très efficaces face à d'autres boss. Et puis, comment ne pas parler des starters dans Pokémon? Au début de chaque jeu, il faut choisir entre une créature de type eau, feu ou plante, et votre rival prendra systématiquement le Pokémon qui a l'avantage sur le vôtre. Sauf que le petit souci, c'est que dans le jeu, il n'y a pas 3 types, mais 18 actuellement. Et du coup, on retrouve des inégalités entre certains types. Comparons les faiblesses et résistances des types eau et plante. Le type eau résiste à l'acier, l'eau, le feu et la glace, mais pas à l'électricité et aux plantes. Tandis que le type plante résiste à l'eau, l'électricité, les plantes et le sol, mais pas au type feu, glace, insectes, poison et vol. Déjà, la plante a 3 faiblesses de plus que l'eau. Ensuite, si on regarde du côté offensif, une attaque eau est plus efficace sur un type feu, roche et sol, mais moins efficace sur un type dragon, eau ou plante, tandis qu'une attaque plante est plus efficace sur un type eau, roche ou sol, mais moins efficace sur un type acier, dragon, feu, insecte, plante, poison ou vol. Ça commence à faire beaucoup de désavantages quand même. Les types plante et roche sont souvent considérés par les joueurs parmi les moins bons, tandis que le type acier résiste à beaucoup d'éléments, et le type dragon a peu de faiblesses, ou du moins jusqu'à l'arrivée du type fée à la 6ème génération. Mais tout ça, les joueurs stratégiques de Pokémon le savent mieux que moi. Bien sûr, ce ne sont pas les seuls paramètres à prendre en compte. On peut aussi étudier les types des champions d'arène, ainsi que les attaques et la proportion de Pokémon de chaque type, pour calculer quel choix de starter serait le plus judicieux pour chaque jeu. Cela démontre tout de même qu'il y a un réel déséquilibre entre les types, et que le choix d'un Pokémon plutôt qu'un autre pourra légèrement vous avantager ou vous désavantager dans votre aventure. Mais bon, on est d'accord que la majorité des gens choisissent leur starter en fonction de si le Pokémon est mignon et si son évolution finale est classe. D'ailleurs, un pierre-feuille-ciseau dans Pokémon, ça peut pas marcher comme dans notre monde, vu que l'acier bat la roche. En tout cas, ce que ça nous illustre, c'est que plus il y a d'éléments à prendre en compte, plus l'équilibrage est compliqué. Certes, on pourrait faire quelque chose de parfaitement équilibré, comme les versions de pierre-feuille-ciseau à plus de 3 éléments, mais à petite dose, le déséquilibre peut être tout aussi intéressant et décupler l'intérêt du choix du joueur. Dans pierre-feuille-ciseau, on ne peut pas dire qu'on est plus à l'aise à jouer les ciseaux parce qu'on les maîtrise mieux, alors que dans un jeu de combat, on peut dire qu'on maîtrise mieux le corps à corps que les attaques aériennes. Ici, les capacités techniques et les préférences du joueur entrent en compte sur son choix. Dans Splatoon par exemple, les terrains ont une symétrie centrale ou axiale parfaite pour donner les mêmes chances aux deux camps. Cependant, selon les armes choisies par son équipe et par les adversaires, l'équilibre peut être bouleversé. Un rouleau pourra difficilement s'en prendre à un concentrateur planqué en hauteur, mais pourra facilement éliminer les liquidateurs qui se promènent au sol. Le liquidateur, quant à lui, pourra plus facilement viser en hauteur pour atteindre le concentrateur. Toutes les armes sont pensées avec des avantages et des inconvénients, avec un style de jeu différent, et chacun choisira celle avec laquelle il se sent le plus à l'aise. Le travail du développeur, c'est de faire en sorte que toutes les armes se valent, en dosant la vitesse de tir, la portée et les dommages causés, afin que le joueur ne se dise pas que telle arme est inutile, car il en existe une autre meilleure sur tous les points. Ce serait très difficile de dire qu'un rouleau vaut mieux qu'un épinceau, car chacun a des défauts et des qualités propres à sa nature. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les styles de jeu, afin
afin que chaque joueur y trouve son compte. Et ce sont ces différences qui accentuent le côté fun de choisir une arme. Si on avait juste arme A plus fort que arme B mais moins fort que arme C sans différence de gameplay, ça serait beaucoup moins drôle. Le seul risque, ce serait que les joueurs aient la sensation qu'un gameplay soit plus désavantageux qu'un autre. Et ça, c'est difficilement comparable ou mesurable. C'est pour ça que, même s'il existe des petites différences, l'écart doit être minimisé. Ce genre de problématique s'applique tout aussi bien à n'importe quel jeu possédant un système de classes, que ce soit Team Fortress 2, Overwatch ou même des classes de RPG. Et il n'est pas rare de voir régulièrement des petites mises à jour pour corriger les déséquilibres observés. Voilà, cet épisode est désormais terminé. Évidemment, je n'ai pas été exhaustif dans les références, et je vous vois déjà en train d'écrire en commentaire que je n'ai pas parlé de l'épreuve de pierre-feuille-ciseaux dans Winnie l'ourson la chasse au miel de Tigrou sur PS1. Mais ce sera avec grand plaisir que vous pourrez faire partager votre savoir concernant toute autre référence dont je n'ai pas parlé. J'en profite pour vous présenter un petit projet que j'ai fait et qui s'appelle le PFC Challenge. Vous pouvez créer facilement un compte sur le site pour jouer. Il y a actuellement 2 modes disponibles. Le premier consiste à associer à chacun des 13 adversaires la bonne stratégie en essayant de les combattre le moins possible, et le deuxième consiste à vaincre des adversaires à la suite en tentant de deviner leur stratégie. C'est un petit projet expérimental que vous pouvez tester grâce au lien juste ici, et il y a même un tableau des scores. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, vous pouvez aussi soutenir la chaîne sur Tipeee, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et je vous dis à très bientôt.